Allez, je vous propose un très beau texte. Une seconde, celui-là. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? Oui. Voilà. Apprendre pour enseigner ou enseigner afin de savoir. Un vaste programme. Une seconde, il y a Routi Ekcher qui nous rejoint et on va y aller. Je vois que je suis vraiment privé des visages. Hein. J'arrive pas à la remettre. Tapez dessus un peu plus fort. Voilà. Voilà. Alors, regardez, Allez, on va commencer. Ça, c'est une question que j'ai entendue il y a quelques années, peut-être de Sami Rosen, et qui m'a beaucoup intéressé. Donc, le début de la Sidra. Dans la Sidra, ce n'est pas le début, dans la Sidra. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הרבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. Donc Hachem déclare à Moshe, Bo vient vers Paro, il y a une différence entre Bo et Lech. Bo, c'est même l'intérieur de la demeure. Viens vers Paro, parce que moi j'ai endurci son cœur, le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes, ces signes-là, Bekirbo, en son sein. Je ne vais pas du tout parler de la signification du fait de savoir que ça signifie l'endurcissement du cœur, le libre arbitre. Je ne vais pas du tout entrer là-dedans. Donc, mais va chez Paro et moi, je veux placer mes signes et mes prodiges. Afin que tu racontes aux yeux de ton fils et de ton petit-fils ce que j'ai fait en Égypte, et les signes que j'y ai placés, vidatem, et vous prendrez conscience, Kiani Hachem, je suis Hachem. Entre parenthèses, vidatem, vous saurez, Kulam, Atem vehem, donc que vous sachiez, je suis Hachem. On ne parle pas simplement de Paro. L'onémar veuillez de où? On aurait pu dire, le man de sa père, veuillez de où? Que les Égyptiens savent qu'Ani Hachem, pas du tout. Que nous et lui sachent que je suis Hachem. Alors, il y a ici un paradoxe. À savoir, c'est qu'ici, il y a un ordre chronologique qui est très curieux. Afin que tu racontes aux yeux de ton fils, de ton petit-fils, ce que j'ai fait en Égypte, vous saurez ce que je suis Hachem. Mais normalement, la connaissance précède le récit. C'est parce que je sais quelque chose qu'à la rigueur, je peux en parler à la génération montante. Donc, qu'est-ce que ça signifie afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait en Égypte, et vous saurez ce que je suis Hachem. Voilà donc la question. Rav Eli Taragin nous souligne quelque chose de très intéressant. À propos de la mitzvah de Talmud Torah, comment est-ce qu'on traduit le Talmud Torah? Alors, il ramène une machloket, une discussion. Minyan ha-mitzvot, yesh shlosha chiyuvim shoni benogea le Talmud Torah. À propos du Talmud Torah, l'étude de la Torah, il y a 3 obligations bien distinctes. Aleph, l'ilmod, apprendre. Bet, le lamed, enseigner. Cet enseignement
Chiyuv ze mitchalek lishnayim se subdivise en deux. Aleph pour les enfants, la mitzvah d'apprendre à mes enfants, et talmidim, et à mes élèves. Nechleku harishonim b'yochassan shel mitzvot halalu zo lo zo. Et les rishonim, donc les grands auteurs, ont réfléchi concernant notre lien à ces mitzvot. Kama mitzvot yesh limnot b'minyan hamitzvot. À propos, Talmud Torah, combien y a-t-il de mitzvot à compter dans les 613? C'est clair, il y a 613 mitzvot. On voit qu'il y a 3 dimensions. L'étude, l'enseignement à ton fils, l'enseignement aux élèves. Comment tu subdivises cela? Et donc, il y a une discussion. Le Rambam Maïmonide, le Sefer HaMitzvot et le Smag Monim Mitzvah Achat chez Kolelet et Kol Shloshet HaInyanim Anal. Le Rambam contraint, on va le voir, une seule mitzvah dans le compte des 613. L'autre auteur, un autre décisionnaire, le Smak, Rassak et Rabbi Saadia Gaon, nous dit qu'il y a shte mitzvot, 2 mitzvot, Aleph l'ilmod, Bet le lamed. La première, c'est d'apprendre, la deuxième, enseigner. Alors, commençons d'abord par le Rambam. C'est lui qui nous intéressera. Le Rambam nous dira dans le Sefer HaMitzvot, la mitzvah Yud Aleph, la mitzvah numéro 11, la mitzvah positive numéro 11, hi, Tzivanu lilmod chokhmat haTorah ou le lambda, consiste à apprendre la sagesse de la Torah et l'enseigner. Il en fait un amalgame. Zeu shinikra Talmud Torah. C'est cela, le Talmud Torah. À la fois apprendre, à la fois enseigner. Ou en gros, c'est cela que l'on dit, Veshinantam levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Ça veut dire que d'abord tu dois apprendre. Lachon sifre levanecha, le talmidecha. Dans le Midrash, on nous dit que Veshinantam levanecha, tu l'enseigneras à tes fils, ce sont tes élèves. Tu vois effectivement que partout, les élèves sont considérés comme les enfants. Parce qu'on voit dans le Tanakh, une fois il est marqué Veyatsu Bnei Haneviim, et on sait que ce sont les enfants. Sham Neemar Veshinantam, quel est le sens de Veshinantam? C'est que les choses soient serrées pour toi. Lorsque quelqu'un te pose une question, tu n'as pas à commencer à bafouiller, mais tu dois immédiatement lui répondre. Donc, Rambam, un amalgame. Et c'est passionnant de voir qu'en hébreu, vous l'avez tout de suite entendu, eh bien, le mot l'ilmod ou le lamed, ce sont les mêmes lettres. Apprendre et enseigner. Vous allez voir d'ailleurs dans le vieux français, ce serait un très bon exercice de voir d'où vient le terme enseigner. Alors, donc, une bribe de réponse, eh bien, je reprends. Puisqu'il est dit, afin que tu racontes à ton fils, c'est intéressant, afin que tu racontes à l'oreille de ton fils. Je ne raconte pas à mon fils. L'oreille de mon fils, c'est-à-dire qu'il y a une proximité au minimum physique. Afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que moi j'ai fait en Égypte, et vous saurez. Eh bien, la question, normalement, il s'agissait de savoir avant de raconter. La réponse peut être, c'est en racontant que quelque part, je m'enseigne à moi-même.
Alors, continuons maintenant. Question classique. Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on enseigne? À propos des Arba Kosot, des 4 coupes de Pessah, quelle est l'origine des 4 coupes? Dans l'Agada de Nerson, si cher aux Juifs ashkénazes, la région, on amène une référence. La première référence tout à fait classique, c'est la référence des 4 expressions de liberté, Votseti, Vitsalti, Vedalti, Velakarti, qu'on dit dans le début de notre Sidra. Il y a 4 registres de délivrance. Le Talmud Yerushalmi, dans le Yerushalmi, on pose la même question. D'où est-ce que tu sais que le soir de Pessah doit boire 4 coupes? Et les Amoraïm, donc, ont discuté différents avis. Rabbi Yochanan a dit qu'il y a Arba Kosot en Kedeged Arba Goulot, Arba Loshonot Shel Goula. Rabbi Yochanan nous dit que les 4 coupes sont en relation avec les 4 délivrances, les 4 expressions de délivrance. Rabbi Yehoshua ben Levi touen ki Arba Kosot belel Pesach b'chuvvanot keneged Arba Eskorim shel hamila kos b'sefer Bereshit. Donc, Rabbi Yehuda ben Levi a une autre réponse. Lui, il argumente que les Arba Kosot, l'origine, c'est les 4 mentions du mot kos dans le récit du rêve de l'échanson. Yosef. Je vous montre là, très rapidement. On remonte en arrière à la fin de le récit. Vous vous rappelez très bien, à un certain moment, Yosef était en prison, responsable de la prison. Il a vu le visage du chef de l'échanson et du chef des panetiers qui était triste. Et il a demandé le pourquoi de la chose. On connaît très bien cette histoire-là. Chacun avait fait un rêve, pensait qu'il était important et n'arrivait pas à se l'interpréter. Et donc Yosef nous dit, c'est à Elohim qu'appartient la clé des songes. Il s'appelle Saramashkim et Tralomolo Yosef. Et le chef des échansons l'a raconté son rêve à Yosef. Vayomerlo bachalomi veini gefen le fanai. Dans mon rêve, et voici une vigne. Gefen shlosha sarigim. Dans cette vigne, il y avait 3 sarments. Et que pour parachat aldanitsa. Et donc, ces 3 sarments ont commencé à mûrir. Il y a eu un bourgeon. Il y a eu maturité. Anavim, et cela a donné des raisins. Il y avait le verre de paro dans ma main. Donc j'ai pris les raisins, les ai pressés dans le verre de paro, et j'ai rendu le verre, excusez-moi. Oui, professeur, je ne peux pas te parler maintenant, mais j'ai résolu mon problème, je suis en train de donner cours. Excuse-moi, j'ai oublié les détails. Pardon. Vraiment, excusez-moi. Donc, pour la 3e fois, j'ai pressé le verre, le vin, la grappe dans le verre de paro, était une cosse à paro. Donc, 1, 2, 3. Yomerlo Yosef Zepitrono, Yosef nous dit, voici l'interprétation, Shlosha Sarigim Shloshet Yamim, les 3 sarments, ce sont 3 jours, Be'ot Shloshet Yamim, Yisaparo et Roshecha, Ve'ashivra el Kanecha, Atos Paro Biado, dans 3 jours, tu retrouveras ta fonction et tu rendras le verre de paro dans sa main. Mishpat Arishon Ashaïta Mashkeu. Donc, ensuite, Vayar, Sarah, Ofim, Kitov, Patar, et le chef des panetiers a vu Yosef a bien interprété. Yosef, Af ani bachalobi, veine shlosha saleh chori al roshi. Moi, dans mon rêve, j'avais 3 paniers ouverts sur ma tête. Asala Elion, Mikol ma'achal paro, ma'ase ofe ve'aof ochelotam, minasal me'al roshi. Je vais très rapidement parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, dans le panier supérieur, il y avait des pâtisseries. Donc, l'oiseau du ciel venu grappier. Yan Yosef, Ayomer, Zepitron, Shoshet Asalim, Shoshet Yamimem,
nouveau 3 jours, les 3 premiers. Bot Shoshet Yamim, Yisa Paro et Roshecha, mais Alecha, en 3 jours, eh bien, Paro enlèvera ta fonction, Vutala Otra à la ex, et il te fera prendre, Ve'achala Of et Butrecha mi Alecha, et l'oiseau déchirera la chair de sur toi. Voilà. Alors, question classique, quel est le lien qui existe entre la sortie d'Égypte et cette histoire-là? Pourquoi est-ce que l'on boit 4 coupes? Réponse, c'est 2 rêves. Pour aller très rapidement, ces 2 rêves, d'abord il y a une interprétation classique qui nous dit que de la même façon que Yosef était haï, le peuple d'Israël a été haï, Yosef s'en est sorti, le peuple d'Israël s'en est sorti. Donc il y a des vicissitudes qui ont touché Yosef et qui nous rappellent l'histoire juive. Bon. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, à savoir que en réalité, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, c'est qu'un jour, il y avait un peintre qui était particulièrement doué. Et ce peintre était en train de faire une toile, il profitait de la luminosité, et sur cette toile, il y avait représenté un homme, qui avait une main ouverte, et dans sa main, il y avait de la pâtisserie. Et donc, le peintre s'est éloigné à un certain moment, et des voisins ont vu que, de leur balcon, ils ont vu qu'il y avait des oiseaux, la vitre qui était fermée, des oiseaux qui s'approchaient et qui manifestement avaient envie de picorer dans la main de celui qui était représenté sur la toile. Et alors, il y en a un qui dit à l'autre, regarde, ce peintre est extraordinaire. La nourriture a l'air tellement réaliste que même les oiseaux s'y laissent prendre. Et alors, il y a l'autre de lui rétorquer, pas du tout. Si l'homme avait l'air réaliste, il ferait peur à l'oiseau. C'est-à-dire, si ce n'est que dans notre histoire, il y a ce rapport-là qui existe entre notre récit de la sortie d'Égypte et cette histoire du Kos. À savoir, pourquoi est-ce que Yosef savait que le chef des échansons allait retrouver vie? Tout simplement parce que dans la vie, dans sa vie, dans son songe, il n'y a que 2 mouvements. Il y a une vigne. Cette vigne qui a de la maturité. Il y a les grappes qui commencent à mûrir. Il les prend, il les recueille, il les presse, il en fait du vin et il donne le vin. Du mouvement. Ça veut dire que dans son rêve, il se voit quelqu'un participant à son histoire. Alors qu'à l'inverse, pour le chef des panetiers, c'est exactement le contraire. Le panetier se trouve dans la rue, il a 3 paniers sur sa tête. Les a-t-on vus les mettre sur sa tête? Pas du tout. Il y a dedans de la pâtisserie, est-ce qu'on a vu cuire? Pas du tout. Il y a l'oiseau du ciel qui vient, il grappille, il les chasse? Mais non, pas un seul mouvement. Ben, tu es mort dans la vie comme tu es mort dans ton rêve. Il me semble que c'est cela le défi qu'on a dans la Haggadah. Dans la Haggadah racontée, eh bien, on peut tomber exactement dans le même piège. Je peux raconter comme raconterait le chef des panetiers, c'est-à-dire être mort. Je raconte une histoire de l'ancien combattant, mes combats de vie qui ont eu lieu il y a 80 ans n'intéressent personne. C'est exotique une première fois, mais au-delà de cela, c'est fini. Et donc, en consommant les 4 vers, il y a chaque fois ce défi. La sortie d'Égypte, s'est-elle passée en l'an moins 1400 ou bien est-ce qu'elle se passe aujourd'hui? L'éternité de la Torah
Ma sortie d'Égypte, eh bien, comment je l'interprète? Comment je la vis? Comment je lui donne sens? C'est le défi. Et donc, durant la soirée du Seder, eh bien, ce sera cette question qui sera posée dans son paroxysme. C'est cela qui est très intéressant, où le man te saper bozne vidcha, tu sais, tu peux raconter aux oreilles de ton fils pour que lui et toi vous sachiez. Comme si quelque part, en racontant, en préparant le récit, tu es capable de trouver de nouvelles facettes à ce vécu qui a lieu aujourd'hui. On va le voir très concrètement. Dans la Gada, il sera dit Baruch HaMakom Baruch Hu, Baruch Shenata Torah Le'amu Yisrael Baruch Hu, Neged Arba Banim Divra Torah, Echad Chacham ve'Echad Rasha ve'Echad Tam ve'Echad She'eino Yodea Lishol. Rapidement, on connaît tous ces textes. Béni soit le lieu, béni soit-il, béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, béni soit-il, par rapport à 4 fils. C'est le récit de la Torah, le Chacham, le Rasha, le Tam, l'intègre, celui qui ne s'est pas questionné. Le Chacham, Maou Omer, Ishalcha Mincha les morts, je mets entre crochets, le Chacham nous dit, donc, excusez-moi, c'est marqué 2 fois, quelle est la signification de ces témoignages, de ces décrets, de ces lois sociales? Vata est mort là ou qu'il retape ça? Toi, tu dois lui donner une réponse comme dans les halachot de Pessah. Donc, ce sera le dernier goût qui doit rester dans notre bouche. Ce goût-là de la ficomane. C'est ça notre dessert. Bon, il y a beaucoup d'explications naturellement. Je veux juste montrer que ici, il y a dans la Torah, puisque c'est de la Torah, cette phrase-là, Ma'edot Vachukim, est précédée les morts. Lorsque ton fils questionnera en disant Maïdot, une question. Et donc, les Chachamim ont compris à partir du moment où il y a une question, il y a de la chorma, de la sagesse, désir de connaissance qui est en jeu. Ce qui sera l'inverse pour le rachat, Mahomer, Yaki Yomru Alechem Benechem. Il dit, affirme, Avoda Azot Lachem, signifie ce culte pour vous, et comme il s'est exclu de la collectivité, Kafar Beikar, eh bien en s'excluant de l'histoire juive, il nie le principe de base. Donc, toi aussi tu as dû le faire grincer les dents, et tu lui diras, c'est pour ceci Hachem a agi pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Il est intéressant de voir le Ba'avourze sera précédé des termes, des 5 termes, Vigata le Vincha, Bayom Haou les morts, tu dois le narrer à ton fils ce jour-là en ces termes. La narration. Le Tam, très rapidement, Mahomer Mazot, il pose une question, même si elle est très malhabile. Et le Shenéo Yodé Alishol est celui qui ne s'est pas questionné. Akpetachlo. Toi, tu dois lui ouvrir la bouche. Et tu dois le raconter à ton fils. Ce qui m'intéresse ici, si je vous rapporte ceci, c'est qu'en réalité, vous voyez qu'entre le Shenéo Yodé Alishol, celui qui ne s'est pas questionné, eh bien, le verset qui lui sera destiné, Veigatal Vincha Bayom les morts, c'est exactement le même verset, Veigatal Vincha Bayom les morts. Donc, celui qui ne sait pas s'interroger, et en passe en virtualité devenir un rachat.
Donc, à qui ça s'adresse, cette histoire-là? Est-ce que ça s'adresse à mes catégories d'enfants, où je pourrais avoir le Chacham, le Racha, le Tam, le Shenoya d'Ishol? Allons plus loin. Le paragraphe suivant nous dit la chose suivante. Yachol mirosh chodesh. J'aurais pu croire que je commence à en parler avec mon enfant depuis Rosh Chodesh Nissan. Talmud Lomar Bayom Haou. Pas du tout. Le verset te dit ce jour-là. Bayom Haou, si c'est le 14, Yachol mi beodiom, j'aurais pu croire que c'est le 14 dans la journée. Pourquoi j'aurais pu croire cela? Parce que le 14 dans l'après-midi, on amène le Korban Pessah. L'interdit du Hametz au niveau de la Torah et j'amène le sacrifice pascal. Donc, je suis déjà dans le coup. Donc, j'aurais pu croire que j'en parle à mon enfant déjà le 14. Pas du tout. Talmud Lomar, le verset vient, il te dit Veigatal vin chabayom ha'uleimor ba'avurze. Ceci. Ba'avurze, amarti, et la b'shar sheyesh matzah u'marom munachim lefanecha. Ba'avurze, c'est au moment du Seder, lorsque tous les objets sont déjà là, matzah, maror, qui sont déposés devant toi. Je repose la question. À qui s'adresse ce récit? S'adresse-t-il aux 4 catégories d'enfants, Chacham, Racha, Tam et Sheno Yoledi Shol? Ce qui est curieux, c'est que ce même verset qu'on attribue au Racha ne pose donc pas de question, comme on l'a dit, affirme. Eh bien, la réponse qu'on lui a donnée, c'est Veigata Lvin Chabayom Ha'uleimor, donc Shemot 13:8. Ce même verset, Veigata Lvin Chabayom Ha'uleimor, ça sera 13:8, ce que l'on attribue au Shonea Yodea Lishol. Et c'est ce même verset, pour la 3e fois, l'on attribue à qui? Au Père. Donc là, ben voilà. Le Père est tellement empressé d'éduquer son enfant. Tu sais, mon fils, tu sais, ma fille, pourquoi est-ce que l'on célèbre ceci? J'aurais eu tendance à vouloir en parler déjà depuis le début du mois. Pas du tout. On parle lorsque tu as ces objets. D'où le sais-tu? Parce que le verset te dit mort, Ba'avurze. Vous voyez? Ba'avurze. Et vous voyez le Ba'avurze. Ba'avurze à Sachem Li, ça signifie que ce Ba'avurze, d'où j'exclus le rachat, ce même Ba'avurze, ce sera la même réponse au Shonea de l'Ishol et au Père. En d'autres termes, si je ne suis pas capable de revivre cet événement-là et que je ne fais que répéter ce que j'ai dit pendant des années, jouant à l'ancien combattant, c'est moi le rachat. Il est complètement raté. Je rapporte une page d'histoire, mais qui est inintéressante au niveau de l'enfant. Et donc, vous voyez que Yachol Mirosh Chodesh, en réalité, c'est pour moi-même. Pour m'interroger, pour savoir la signification de cette page d'histoire des siècles et des millénaires après qu'elle se soit déroulée. Et c'est la raison pour laquelle, après toute l'histoire de la soirée de Pessah, eh bien, on arrive au moment de la bénédiction. Question classique. Pourquoi est-ce que tu n'as pas une bénédiction dans le fait de raconter la sortie d'Égypte? Finalement, pour Purim, eh bien, tu as l'Ikro Megillah. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une bénédiction l'Ikro Eta Agada?
Réponse, mais si, il y a une bénédiction. Mais cette bénédiction, je ne la fais pas au début, je la fais juste avant le repas. Comment cela? Eh bien, c'est au moment où il sera dit à chaque génération, un homme doit se vivre lui-même. Les Sfaradim disent le harot et asmo. Je dois me sentir moi-même sorti d'Égypte. D'où je le sais, chez Nehemar, parce qu'il est dit et tu diras à ton fils, tiens, le même verset que l'on a attribué au rachat, le même verset au Sheno di Alishol, pardon, le même verset Yachol Merosh Chodesh, ce verset-là, c'est le leitmotiv de la soirée. Donc, je dois moi-même me considérer comme étant sorti d'Égypte. Il est dit, ce n'est pas simplement nos parents, que Saint béni soit-il, a délivré, mais moi-même, il m'a sauvé avec eux. Donc, après le Fichach Nanu Chayvim, l'Odot, et c'est la raison pour laquelle je lui rends hommage, Sianu Me'avdut, le Cherut Miyagol, le Simcha, à Hachem qui m'a fait sortir de l'esclavage à la liberté, la tristesse à la joie, de Nomar le Fanav, Shira Chadasha. Et je dois être capable de faire un nouveau chant, pas le chant de l'année dernière, un nouveau chant, Alléluia. C'est là que je commence le Hallel. Le Hallel, parce que moi je suis sorti, parce que mes grands-parents sont sortis, parce que moi je suis sorti. Et donc, je reprends les deux versets du départ. Il y avait une apparente fausse chronologie. Donc, le man te saper boz nevincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et que vous sachiez que je suis Hachem. Mais la connaissance aurait dû précéder le récit, pas du tout. Ce récit, c'est un nouveau récit de quelqu'un qui vit intensément la signification de ce vécu-là, de quelqu'un qui raconte une histoire. Et donc, nous allons continuer. Je rends hommage à un de mes amis, Roger Lévy, qui m'a posé une question et on va en parler maintenant. Alors regardez, dans la Sidra de Kitavo, dans Dvarim, on rentre au pays. Alors on nous dit la chose suivante. Au moment où tu pénètres dans la terre, Hachem te donne en héritage, Ishta que tu en prends possession via Shaftarba et que tu t'y installes, la Karta Mirishit Kolpuri Adama Ashatavi Miratsecha, et tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, tu amèneras de ta terre, Hachem qu'Hachem te donne, Samta Batene, et ces prémices, 7 fruits d'Eretz Israël, Eretz Rita ou Sora, le blé, l'orge, voilà, grenade, l'olive, tu les mettras dans un panier, et tu te rendras dans le lieu Hachem a choisi, donc vers le Beth Amikdash. Et tu t'adresseras, tu iras vers le Kohen de cette époque-là, et tu lui diras, tu diras, je raconte, Haggadah, je raconte avec luxe détail aujourd'hui, je suis pénétré dans le pays, Hachem a juré à nos pères de leur donner. Lakar, Hakohen Atenimiadecha, le Kohen prendra ce panier des prémices, et il le déposera devant l'autel. Anita et tu reprendras la parole et tu diras, Hachem Elokecha, Lifnei Hachem Elokecha, Rami Ovedavi, l'araméen Lavan a voulu faire
perdre, disparaître mon père. Vayered Mitzraïma, et suite à cela, mon père est descendu en Égypte. Yagor Sham Ibtemead, et il y a séjourné de façon temporaire nombreux. Vayisham le Goy Gadol, et pourtant là-bas, il est devenu un peuple puissant, nombreux. Donc tout ça, c'est le récit des prémices. Les Égyptiens nous ont fait du mal, nous ont humiliés, nous ont imposé un travail servile. Nous avons crié, nous avons prié devant Hachem, Vaishma Hachem et Kolinu, Hachem a entendu notre voix, Yar il a vu notre humiliation, Vetamelinu, notre labeur, Vetlachatsenu et l'oppression. Et Hachem nous a fait sortir avec des grands prodiges. Et il nous a fait venir vers ce lieu-là, il nous a donné cette terre, la terre où coule le lait et le miel. Voilà. Donc c'est ça le récit que l'on fait lors de l'apport des Bikurim. Donc, petit avant. Venons à notre Haggadah. La Haggadah nous dit la chose suivante. À ce moment-là, quand on a terminé les récits, etc., on dépose notre verre et Vigal et Tamatzot, on découvre les matzot. Le verre, c'est la joie d'être à la liberté. Donc, on le dépose. Et maintenant, on va commencer le récit. Et qu'est-ce qu'on commence dans le récit? C'est où le mad Mambikesh Lavan Arami la Asot le Yaakov Avinu sort. Il va apprendre ce que Lavan Arabien a voulu imposer à Yaakov, notre père. C'est parolo Gazar la Azochari, Lavan Bikesh la Akor et Akol, parce que en haut, on a eu un décret à l'égard des mâles. Lavan a voulu tout déraciner chez les Mar, Rami Ovedavi, Vayered Mitzrayim Vayakor Sham Biptemead, Vayisham le Goy Gadol Atsum Varav. D'où sait-on cette histoire? L'Araméen a voulu perdre mon père qui est descendu en Égypte. C'est ce qu'on avait vu donc dans Itavo. Rabbi Vayakor Sham Biptemead, Vayisham le Goy Gadol Atsum Varav. Question. Cette question de mon ami qui nous fait réfléchir. Je vais la reprendre après en français. Lama haba'a la Haggadah la karet mokorot hashibud mitsefer bereshit mitsefer dvarim velo me'asipur atzmo mitsefer shemot. Dans le développement de la Haggadah, les références sont toutes du livre de Dvarim, de Kitavo, de l'histoire des prémices, non pas du moment où cela a eu lieu. Comment cela? Yered Mitzraïma. Donc, mon père est descendu en Égypte. Anu Salpia Dibour était contraint par la parole divine. Vayagor Sham, il s'est installé là-bas de façon temporaire. Melamed Shelo Yarad Yaakov Avinu Lishtake Abe Mitzrayim. Cela nous apprend que Yaakov n'est pas descendu pour s'incruster en Égypte, n'est-ce pas, cher Claude Guez? Il a la Gourcham, mais il voulait être étranger. Il est marre parce qu'il est dit, quand Yosef présente ses frères à Paro, et on le Paro, la Gouba nous sommes venus de façon temporaire dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de pâturage pour le gros bétail, le menu bétail des serviteurs. Parce que la famine est très lourde dans le pays de Canaan. À présent, laisse tes serviteurs s'installer dans le pays de Goshen. Nous sait-on que lorsqu'on est descendu, on était à 70, très peu nombreux, Moshe Neymar, comme il est dit, à 70, on est descendu, et à présent, on est devenu innombrable. Etc. Alors, je reprends
le texte. Pourquoi lors de la Haggadah de Pessah, qu'on a fait ici, on interprète le texte à partir de la Sidra de Ki Tavo? Il était plus judicieux de le faire directement du moment où cela a été inscrit, il manque un accent, dans la Torah. Voilà. C'est-à-dire que au moment où c'est arrivé, à la fin de Bereshit, on voit qu'on est descendu à 70. De la même façon, le début de Shemot, on a été écrasé. Tu commences à parler de la race de l'histoire de Ki Tavo, l'histoire de Ki Tavo qui te renvoie à Bereshit et Shemot. Voilà. J'ai entendu personnellement, j'en ai souvent parlé avec lui parce que je lui suis gré de cette explication. Il a souvent parlé du devoir de mémoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du devoir de mémoire. Et Claude Ayman, le rabbin Ayman, soulignait la difficulté de ce plan. Y a-t-il un devoir? Et que signifie la mémoire? Y a-t-il une différence entre souvenir et mémoire? Je me souviens, j'ai en mémoire. Il y a une différence entre les termes? Pour nous, Juifs, le souvenir, réponse. Pour nous, Juifs, le souvenir se dit Zecher. Zecher vient du terme Zachar. Zachar, mâle, celui qui féconde. Tout est dit. Notre vie n'est pas un disque dur dont il faut se souvenir. C'est totalement faux. Il faut du fécondant, Zachar. Avoir du recul, oublier les petits événements de la vie, mais garder en mémoire ce qui nous aide à passer les caps et qui pourrait aider par là même la nouvelle génération à se conduire, à se construire. Comme si quelque part, alors je reprends la question et je vais essayer de développer ce sujet-là. La question, c'est pourquoi les référents à notre texte de la Haggadah sont des référents de Ki Tavo, c'est-à-dire Ki Tavo, ça se passe plus de 40 ans après les événements, puisqu'il y a la traversée du désert qui dure 40 ans. Et c'est là, lorsqu'on a les prémices, on amène à Jérusalem, et bien là, on fait le récit. Question, on prend le terme même du récit au moment où ça a eu lieu? Mais non, pas du tout. En réalité, je ne sais pas du tout si un récit est objectif. Je pense que non. C'est très marquant de savoir que lorsque vous entendez deux déportés qui parlent de leur moment de tourmente, chacun mettra en avant d'autres choses. Chacun. Ils ont vécu le même événement, mais chacun parlera d'autre chose. C'est cela qui se passe à travers la sortie d'Égypte. À travers la sortie d'Égypte, on ne veut pas parler d'une réalité objective. L'histoire objective n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nos référents viennent du Deutéronome, de Dvarim. Qu'est-ce que toi tu fais de ton histoire? Qu'est-ce que tu fais de l'histoire de tes parents et de tes grands-parents? Donc il ne s'agit pas du tout de raconter objectivement à mon enfant, à mon petit-enfant, ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Ça n'existe pas, c'est impossible.
Ce que l'on veut, c'est féconder l'événement. Ce qui m'intéresse, il y en a qui écoutent ce cours-là, c'est de savoir comment, au cœur de la tourmente, d'autres événements, ces gens-là ont résisté. Comment ils ont été capables de ne pas sombrer dans le désespoir, alors qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, alors qu'ils avaient peut-être perdu d'être chers, de surmonter et d'aller de l'avant. Comment ces gens-là ont fécondé leur histoire. Donc, la sortie de Pessah, c'est cela. En réalité, je le dis de façon très brutale, je ne raconte rien, je ne raconte pas à mon enfant. Ou plutôt, je me raconte. La Haggadah, c'est se mettre en scène. Non pas de raconter les histoires de l'ancien combattant, mais de savoir comment, dans ma réalité de vie, j'arrive à faire féconder mon histoire. L'enfant est le spectateur de cela. Le problème, ce n'est pas d'inculquer des connaissances à un enfant, et je pense, je n'aime pas du tout la façon dont c'est enseigné depuis des dizaines d'années dans les écoles. Je les comprends, mais enfin que chaque enfant vienne avec son petit carnet où il a toutes les questions qui sont inscrites, et dès que le papa ou la maman, naturellement, ne sont pas capables de répondre dans les mêmes termes que le professeur, c'est un scandale. Pas du tout. C'est ça qu'on parle. Je parle du fait que je veux que mon enfant vive sa vie en tant que juif. Eh bien, le grand-père est peut-être autour de la table qui a eu ce même défi dans son vécu, c'est lui qui parle. Et un enfant écoute. Je n'enseigne peut-être pas à mon enfant à parler, mais à savoir. Et c'est la raison pour laquelle ce danger-là existe. Donc vous voyez bien la chronologie. Le man te sapabos misra vidatem. Je réapprenne aujourd'hui, en 2021, ce qu'est ma sortie d'Égypte. Je comprends bien ce que Rav Eli Taraghi nous dit. Pour le Rambam, il n'y a pas 3 registres dans le Talmud Torah: apprendre, enseigner à son fils, enseigner à ses Talmidim, pas du tout. Pour nous, juifs, apprendre et enseigner, c'est le même registre. Ou plutôt, j'apprends lorsque j'enseigne. Et j'enseigne lorsque j'apprends. Le cœur même de ce registre-là, c'est au cœur de notre récit de la sortie d'Égypte. Voilà. Donc, c'est un peu cela ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je comprends qu'il y ait ce risque de me focaliser sur le désir de parler, sur le désir de donner une connaissance qui est une connaissance abstraite, virtuelle, non pas un vécu. Et donc, je comprends parfaitement que ce sont ces mêmes versets, les mêmes, qui sont attribués au rachat, qui seront attribués au Shein, au Yodé Alishol, parce que quelqu'un qui ne sait pas se questionner virtuellement passe de devenir un rachat, nous dit Madame Nechama Leibovitz. Achol Merosh Chodesh, le même danger existe pour moi, le Père. C'est moi qui ferai une bracha, parce que c'est moi qui sors d'Égypte. Et c'est parce que moi, je sors d'Égypte, je suis capable alors de pouvoir le transmettre à mon enfant. Voilà. C'est tout un travail. Tout un travail. Voilà. Je vous ai, bon, je pense qu'on peut
je pense qu'on peut s'arrêter là, à ce niveau-là, même si j'avais encore un petit point. Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Vous avez le droit de rallumer vos micros. J'entends rien. Il faut qu'on réfléchisse d'abord. D'accord. Je comprends. Je comprends. Voilà. D'accord. Alors, normalement, je vous souhaite un Shabbat Shalom et j'espère qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine. Oui, et Chodesh Tov. Et Chodesh Tov, tout à fait, tout à fait. Oui. Oui, on voit par la fenêtre, cher Claude, que c'est vraiment le printemps qui débute à Strasbourg. Voilà. Oui. Allez, Ouais. bonne fin d'après-midi. Hein? Bonne fin d'après-midi. Hein? Merci. Voilà. À la Allez, à semaine bientôt. prochaine. Voilà, Ok. j'espère. Hein? J'espère.